radio qui ne manque pas, éphémère, éphémère, la radio qui ne manque pas d'air. Tout doucement, le soleil se couche sur l'île de la Barthelasse, tandis que les cigales, elles, ne cessent pas leur chant, mais un chant doux et auquel on est habitué. Nous avons autour de la table reçu une tripotée, pour ne pas dire une brochette d'invités depuis le début de Contre-Courant. Et là, au bout de la brochette, juste, eh bien, on a un invité qui n'est pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un président, s'il vous plaît. Voilà, et d'un Thierry Président. Thierry Président, bonsoir. Bonsoir. Je suis bien content, Thierry, que vous soyez là aujourd'hui, assis à cette table, chargé d'objets, ma foi, hétéroclites, voilà, qui témoignent de l'année 69. D'ailleurs, ben, tiens, vous étiez comment et vous étiez où en 69 ? Vous étiez un môme, hein ? Alors en 69, j'étais déjà sur Avignon, puisque je suis un Avignonnais de souche. J'avais 5 ans. Ouais. Donc déjà, si ce n'est une capacité on va dire, d'avoir un regard sur les événements, mais quand même des souvenirs de cette époque-là. Ah oui, tiens donc. Et ouais, vous êtes dans une fratrie, Pas du tout. Vous êtes enfant unique. Voilà, Ah, enfant unique et président. c'est ça. Ouais, Est-ce incompatible je ne sais pas. Est-ce que ça fait de vous quelqu'un de capricieux ? Au dire de mon entourage, non, pas forcément. Peut-être exigeant, mais pas forcément capricieux. Alors, Et surtout pas individualiste. eh oui, alors ça on sait, hein, pour vous le collectif ça a du sens, hein, on va y revenir. Hein. Voilà, alors Thierry, Avignonnais parce que vos parents étaient Avignonnais ou bien parce qu'ils sont arrivés là par hasard ? Ça a été finalement une conjonction de trajectoires. Ma mère venant du côté de Lyon et mon père de Mérindol. Donc voilà, une belle rencontre. Et alors vous n'avez jamais quitté le pays, hein ? Rarement, 18 mois passés sous les drapeaux. Vous avez fait votre service. Sur un bateau, donc on va dire dans le golfe Persique. Ah oui quand même, alors vous aviez un grade déjà là ? Absolument pas. Ça a vraiment été 18 mois ou plutôt 14 qui ont été... ça a été une belle expérience, mais avec absolument aucune responsabilité. Et d'ailleurs, je n'en voulais pas. J'étais juste là pour le voyage. Vous étiez un mousse, quoi. C'est vous qui nettoyez le pont ? Par exemple, le pont, la peinture, etc., etc. Et alors, du coup, chemin faisant, comme ça, à un moment donné, vous avez dû choisir un métier quand même. C'est ça. Et là, alors, qu'est-ce qui est advenu de vous ? Et donc, je suis rentré dans les entreprises, à l'époque, ce qui était EDF, la distribution, en 1988, le 1er avril. C'est pas une plaisanterie. hein, c'est pas une plaisanterie, ça. Voilà, d'abord donc en exploitation, en district. Et puis après, pour continuer en tant que chargé d'affaires, électricité, gaz, puis après électricité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chargé d'affaires exactement ? Pour le commun des mortels ? Alors, chargé d'affaires, maintenant, moi, le terme est un petit peu... l'activité a un peu évolué, mais à l'époque, on nous confiait la construction d'une ligne aérienne ou souterraine, et on y était de l'origine, de l'étude, jusque donc à la construction, voilà, et jusqu'à la mise en service, bien sûr. Donc ça veut dire que vous aviez une équipe à diriger également ? Alors non, pas forcément. Non, pas forcément. On travaillait en équipe, mais on travaillait par contre avec tous les services de l'entreprise. En l'occurrence, c'était ceux qui réalisaient les boîtes, ceux qui faisaient les branchements, il y avait la partie commerciale, il y avait la partie les gestionnaires, il y avait voilà. Et donc globalement, on travaillait avec l'ensemble, on va dire, des corps de métier de la distribution. Un métier très très intéressant à l'époque, qui a malheureusement bien évolué, puisque maintenant, on va dire qu'il y a une partie qui a été, on va dire, la majeure partie du métier a été externalisée
et on est principalement là pour passer les commandes et en effectuer le contrôle. Est-ce que vous avez été un travailleur heureux et épanoui? Un temps, oui. Un temps, oui, et justement, je l'ai été de moins en moins au fur et à mesure de l'évolution, si on peut l'appeler comme ça, de l'activité. Alors, oui, de l'évolution ou de la révolution, du coup. C'est ça, c'est Eh ça. oui. Et c'est donc à partir de là, si je déroule un petit peu la pelote, c'est à partir de là que le fait que je conteste un petit peu cette évolution, alors à tort ou à raison, mais de ce qui nous paraissait à l'époque ne pas aller dans le bon sens, autant pour les usagers que pour l'entreprise. Et c'est ce qui a fait que j'ai commencé à militer un peu. Et c'est ce qui m'a conduit petit à petit donc à, on va dire, faire du syndicalisme et donc à passer à devenir militant syndical à temps complet dans le courant de l'année 2000. Alors, parce que ça, c'est possible dans vos entreprises, en fait, c'est de devenir C'est ça. militant syndical à temps complet. C'est ça. Alors même si toutefois, ça après c'est la vie qui a fait que j'ai été à temps plein militant syndical, mais moi j'aurais souhaité continuer à exercer mon activité professionnelle à 50%, de façon à avoir quand même un pied sur le terrain, en contact avec la réalité du terrain et surtout en contact avec les salariés. Ce qui est un petit peu plus difficile quand après on devient permanent ou quelquefois on peut perdre peut-être la réalité du terrain. Est-ce que le militantisme, c'est un aspect culturel, familial, ou ça vous est venu par l'entreprise? Ou à la maison, il y avait déjà cette culture-là qui était présente? Non, il y avait déjà cette culture-là qui était présente déjà par rapport à mon grand-père qui avait été à l'époque, qui était cheminot et qui a été résistant. Et puis après, bien évidemment, dans la famille, surtout du côté de mon père, on était, alors si ce n'est militant, mais on était, on va dire, Contestataires. des syndiqués actifs. Voilà. Alors aujourd'hui... Donc il y avait un terreau déjà, il y avait un petit terreau quand Ah même. oui, c'est ça, voilà. C'était assez fertile, quoi, déjà à l'époque. Ouais. Et vous, là, aujourd'hui, vous êtes président. Alors, vous êtes président de quoi, en fait, concrètement? Pour l'auditeur qui ne connaît rien à rien. Alors je suis président de la CMCS d'Avignon. La CMCS d'Avignon, ça représente quelque chose comme le département du Vaucluse. Voilà. Donc voilà, c'est 2800 ouvrants de droit. Hein, et à peu près 5400 bénéficiaires. Ce qu'on appelle les bénéficiaires, ce sont les ressortissants de la CMCS, c'est-à-dire l'ouvrant de droit et sa famille, femme, conjointe et enfants. Dans les ouvrants droit, on intègre aussi les retraités? Bien évidemment, c'est la particularité donc de notre comité d'entreprise qui fait que contrairement à ce qu'on peut avoir dans le droit commun, quand les agents partent à la retraite, puisque maintenant c'est le terme consacré, nous, ce qu'on préfère appeler les agents en inactivité de service, ils restent rattachés donc à leur comité d'entreprise. Et c'est peut-être là la partie la plus importante, fait du moins c'est celle que je défends, c'est qu'au-delà des activités telles que les activités telles que les voyages, les sorties qu'on peut réaliser, c'est tout le travail qu'on peut faire, le lien social qu'on peut faire entre les actifs et les inactifs, mais surtout être présent, en fait, quand on rentre dans les activités sociales et quand on est bénéficiaire, on y est presque, pour certains, à partir de sa naissance, comme moi, puisque j'ai eu la chance d'avoir un père qui était agent EDF, donc de sa naissance, globalement, jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'on s'occupe des agents en inactivité de service jusqu'à leur mort, puisque malheureusement, il faut bien passer par là. C'est quoi la couleur aujourd'hui? Vous rencontrez beaucoup de monde. J'imagine que vous êtes un interlocuteur précieux et qu'on vient vous voir, on va vous voir plus que de raison. Les gens aujourd'hui, ils sont bien dans le boulot, ils sont comment? Il y a une souffrance au travail, il y a une envie d'être actif pour l'entreprise, il y a des doutes sérieux. Comment c'est aujourd'hui l'ambiance chez vous? Je dirais que c'est un petit peu comme ce que disaient les chercheurs précédemment interviewés,
c'est un petit peu une sinusoïde. Et les entreprises désormais ont réussi la prouesse de faire repartir les plus anciens avec un certain nombre de plans sociaux déguisés et qui a conduit à ce qu'il y ait une accélération du renouvellement des effectifs. Ce qui fait qu'il y a eu une période où les anciens ont continué à se battre. Merci beaucoup. Alors là, voilà, c'est une petite interruption parce que l'ami Thierry, vous savez, le bar de Thierry qui est ouvert jusqu'à tard dans la nuit, est venu en direct sur le plateau amener à son compatriote et néanmoins ami une petite bière avec des olives vertes. Merci beaucoup. Voilà. Alors il faut jeter le noyau, hein, Thierry, hein, bien sûr, hein, vous connaissez le principe. Hein. Ouais. Thierry, du coup, tu m'as coupé, je sais plus où là-dessus. Voilà. Alors on était sur... Merci. Voilà. Merci. Santé. Santé à tous les auditeurs. Donc, oui, il y a eu une période où il y a eu une souffrance et forcément de la contestation tant qu'il y a eu encore les anciens. Et puis, les services se sont retrouvés principalement avec des jeunes agents qui étaient encore portés par un certain nombre de valeurs de l'entreprise, mais qui, au regard des difficultés qu'ils avaient pu rencontrer, soit en sortant donc des études de l'école, ou alors dans le cadre de précédents travails, ne prenaient pas bien conscience des difficultés que pouvait rencontrer l'entreprise et de la dégradation du service public. Donc ce qui fait qu'il y a eu, là on a été dans une partie de sinusoïde plutôt basse, et voilà. Et puis après il y a la partie contestation. À un moment donné, on se rend compte qu'effectivement, les choses ne vont pas si bien que ça, ne sont pas si bien que ce que les entreprises ont pu le vendre à l'embauche. Et puis derrière ça, et ça c'est peut-être le plus grave, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de résignation. C'est-à-dire que ce qu'ont l'impression de connaître les agents, c'est d'avoir en face d'eux une espèce de rouleau compresseur qui, malgré un certain nombre d'actions, ne permet pas d'inverser la vapeur pour mettre, et d'avoir un rapport de force suffisant pour inverser le rapport de force. Donc on est un petit peu dans cette phase-là, pleine de doutes des salariés, doutes aussi des militants, parce que c'est difficile d'arriver à mobiliser le personnel. Je dirais que dans la période là, je pense qu'on est dans une prise de conscience collective où, contre toute attente, je crois que les jeunes qui ont été embauchés maintenant il y a quelques années, donc se rendent compte, ont passé la phase, on va dire, d'un peu de démotivation. Et là, il y a quelques petits signes qui sont perceptibles. Maintenant, il faudra voir si on est en capacité de concrétiser l'essai. Est-ce que les jeunes dont vous parlez ont envie de faire carrière chez vous, comme vous avez fait carrière vous, et comme la plupart des gens ont fait carrière dans vos entreprises? Ou est-ce que on se dit, tiens, ça me plaît pas, je m'en vais, puisqu'il paraît que la jeunesse d'aujourd'hui est prête à changer de boulot 3-4 fois dans la vie, ou est-ce qu'au contraire, on a envie de rester? Il y a une culture dans votre entreprise et un encadrement qui fait qu'on se sent poussé un peu des ailes et qu'on a envie de gravir les échelons. Ouais, encore une fois, je pense que il y a une question de génération. Je crois qu'il y a eu la génération, alors je vais le dire comme ça, peut-être de nos parents, de mon père toujours, qui avait eu l'habitude de changer, de passer du privé au public, mais parce que le monde du travail le permettait. Et voilà, et puis il n'y avait pas les problèmes d'emploi qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Il y a eu la mienne où, quand on avait la chance de rentrer dans nos entreprises, on était contents, fiers de porter les valeurs de service public. Et puis il y a la nouvelle génération qui, je crois, à qui on a bien expliqué qu'ils seraient peut-être conduits tout au long de leur carrière à pas forcément avoir le même emploi, quand bien même ils sont dans une boîte publique, on va l'appeler comme ça. Et voilà.
Ensuite, je pense qu'il faut distinguer aussi les populations. Et aujourd'hui, et ça je crois que c'est plutôt une première, on peut assister à un certain nombre de départs de cadres de l'entreprise qui trouvent mieux ailleurs. Et surtout, alors il y a une question certainement de s'éclater dans le travail, hein. Voilà, parce qu'ils sont peut-être aussi pas forcément d'accord avec les politiques d'entreprise et les messages qu'ils doivent faire passer auprès des salariés, sans forcément avoir de projet pour eux, quoi. Ce sont des réorganisations incessantes, une organisation n'est pas terminée, qu'on passe à une deuxième, et eux-mêmes ne partagent pas forcément le projet politique de l'entreprise alors qu'ils doivent le porter. Donc on a quelques exemples de cadres qui décident de quitter l'entreprise. On l'a aussi, alors j'ai pas forcément d'exemple chez les agents de maîtrise, mais encore une fois je parle à mon petit niveau, au niveau local. Par contre, on a aussi des exemples au niveau des agents d'exécution qui, au regard des évolutions difficiles, des évolutions professionnelles difficiles, font le choix, à un moment donné, donc de quitter l'entreprise ou de se mettre à leur compte, ou alors d'aller travailler, travailler ailleurs. Ça, c'est un constat général, parce que j'imagine que vous êtes en relation avec les autres présidents de CMCAS, sans doute, et vous avez des discussions, vous vous connaissez. Ça se passe aussi ailleurs ou c'est typiquement sur votre réseau? Non, alors c'est pas forcément une discussion entre présidents de CMCAS, on va dire, c'est des échanges qu'on peut avoir entre secrétaires de syndicats, puisque à ce jour je suis encore secrétaire du syndicat UFIC-CGT d'Avignon. Donc le syndicat UFIC-CGT, c'est juste un syndicat qui est dédié, on va dire, aux revendications, aux conditions de travail des ingénieurs, des cadres et des techniciens. Voilà. Donc c'est pour ça que je connais un peu plus cette population-là, et où on va dire qu'on assiste, alors sur Avignon, c'est le cas, mais comme maintenant on nous oblige à raisonner régionalement au niveau de l'entreprise, donc c'est plutôt une focale qui est donc sur la région. Est-ce que la nouvelle génération, elle est présente sur un festival comme Contre-Courant, qui est quand même un rendez-vous, on pourrait dire, en tout cas, si moi j'étais agent, je dirais un rendez-vous à ne pas manquer. Voilà. Est-ce qu'elle est présente là, cette nouvelle génération? Pas suffisamment, et c'est d'ailleurs ce qui peut nous poser, on va dire, interrogation, parce que effectivement, on a un petit peu de mal à élargir les visiteurs qui viennent sur ce festival, malgré, je vais dire, les efforts en termes de communication qu'on peut faire. Donc, alors, je dirais tout au long de l'année, tout le travail qui est réalisé tout au long de l'année par les membres de la commission Culture Voyage, par le conseil d'administration, par les membres de la commission Culture Voyage, et également... Pierre de Lune, voilà, c'est Fofi Pécor qui vient près de notre invité pour lui offrir une pierre de lune. Voilà, merci beaucoup. Et donc voilà, malgré le travail qui est réalisé, et je pense que, très honnêtement, on est des artisans pour le coup, on essaye de susciter un certain nombre de choses. Force est de constater que même malgré les efforts qui ont été réalisés, aujourd'hui on n'arrive pas à toucher entre guillemets ce jeune public, malgré je vais dire la diversité de la programmation, malgré l'ambiance qu'on essaye de créer. Et je reviendrai un petit peu par rapport à l'excellent travail qu'ont pu faire les bénévoles avant le festival pour construire les décors, mais y compris le travail qui est fait par les bénévoles, que ce soit pour la restauration, que ce soit pour la mise en place d'un certain nombre d'éléments dans le compte courant, et y compris la fameuse buvette à laquelle vous faisiez allusion précédemment. Les bénévoles, c'est quand même quelque chose, parce que ici, on n'imagine pas être bénévole sans être militant. On n'imagine pas être militant sans aimer les gens. Et on n'imagine pas que ces gens ne soient que de l'entreprise, puisque le festival est ouvert à tous.
et que n'importe qui peut passer la porte d'entrée du festival Contre-Courant et venir se rincer les yeux à l'œil, j'allais dire, mais c'est vraiment ça. Ça veut dire que finalement, il y a un seul spectacle qui est payant, c'est celui de 22h. Tout le reste du temps, on peut venir ici, passer de bons moments, rencontrer des gens et faire culture. C'est quand même assez incroyable. Ça c'est une vraie volonté qu'il ne faut pas quitter, sans doute. Alors complètement, c'est bien que vous abordiez la question des bénévoles parce que au-delà de leur utilité incontestable sur le festival, pour la mise en place, pour la construction des décors, etc., mais il y a aussi, c'est une façon entre guillemets détournée, mais il n'y a pas de vice de notre part, mais c'est aussi une façon détournée de permettre, mais le terme n'est pas approprié puisque tout est permis, il n'y a personne qui est interdit effectivement de participer à ce festival, mais c'est une façon, on va dire, détournée de créer des conditions supplémentaires pour que, d'une autre manière, les agents, mais aussi les non-agents, les bénéficiaires, c'est-à-dire les conjoints ou conjointes, puissent venir participer à l'élaboration des décors, etc. Donc, je prenais l'exemple, peut-être que d'aucuns ont pris avant moi, je pense au responsable de la buvette, Thierry Londiche, c'est qu'il aurait pu faire le choix que cette buvette elle soit tenue par lui et quelques copains tout au long de la semaine. On a fait un choix complètement différent en faisant tourner les équipes, et c'est là qu'on voit pointer le bout du nez de jeunes qui ne connaissent pas nos activités sociales, qui ne connaissent pas le complexe de loisirs de la Barthelasse et qui ne connaissent pas le festival Contre-Courant. Donc on peut imaginer qu'ils mettent le pied à l'étrier, comme moi j'ai pu le faire pour une autre activité. Au début je suis rentré dans l'entreprise et petit à petit je dirais que ça a plutôt réussi. Et quand je dis ça, je ne fais pas allusion bien sûr au mandat qui est le mien aujourd'hui, mais disons que ça m'a permis de découvrir les activités sociales et le fait que je puisse m'y investir. Votre mandat qui va jusqu'à quand d'ailleurs, Thierry ? Qui est bientôt terminé. Non, c'est un mandat qui a duré, qui a débuté il y a 1 an et demi, en novembre 2017, et qui prendra fin normalement en novembre 2021. Et alors, est-ce que vous voulez briller à nouveau un nouveau mandat, ou vous avez déjà l'idée c'est peut-être trop tôt pour le dire, mais enfin, est-ce que vous avez envie de continuer l'aventure en fait ? Alors, elle se continuera d'une manière ou d'une autre, puisque guerre après, je partirai à la retraite. Voilà. Donc tout le travail de cette mandature, c'est effectivement de créer les conditions pour qu'il y ait une nouvelle équipe qui se mette en place et qu'il y ait quelqu'un ou quelqu'une qui prenne donc ma place. Voilà. Et quitte à l'accompagner un petit peu en biseau avec les quelques mois qui me restera à faire. Oui, voilà, on fait ce qu'on appelle un tuilage, quoi. Le tuilage, le nécessaire tuilage, qui est très important. Et voilà, on s'y attelle. C'est pas forcément évident pour les raisons qu'on évoquait précédemment, mais il y a un travail qui est entrepris par rapport à ça. On essaye de donner envie, on essaye de travailler à la convivialité entre les professionnels, mais aussi entre les élus. Il y a quelques 80 élus et mandatés au niveau de la CM16 Avignon, répartis dans les diverses commissions, dans les diverses SLV. On a la chance dans la période d'avoir une certaine dynamique. Encore une fois, il y a les jeunes qui ont été plutôt des observateurs dans un premier temps, qui maintenant ont décidé de prendre, on va dire, leur vie, là encore le terme est impropre, mais au moins de s'engager dans les activités sociales, d'apporter leur contribution, et ça c'est plutôt positif, donc ça donne des bons signes pour l'avenir, même si encore les choses ne sont pas tout à fait on va dire calées. Est-ce que vous êtes venu à la culture en tant que spectateur, clairement par les activités sociales de votre entreprise ? Complètement, parce que familialement, en venant, alors, bien qu'habitant sur Avignon, alors j'ai tendance à le dire régulièrement, mais les Avignonnais, pendant le festival, ne font pas forcément le festival.
ont plutôt tendance à tort, à laisser la place donc aux festivaliers, pour ne pas dire aux touristes. Et donc voilà. Donc ce qui fait que j'ai pas été éduqué autour du festival d'Avignon. Et c'est quelque chose que j'ai découvert plutôt tardivement. Et encore une fois, grâce au syndicalisme d'abord et aux activités sociales. Et pour ne rien vous cacher, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le mandat qui m'amène à ce que je sois un peu plus présent à Compte-Courant. Et je mesure aujourd'hui la perte de temps depuis que je suis rentré dans les activités sociales et tout ce que j'ai pu rater, parce que j'ai quand même conscience d'être passé à côté de spectacles et de moments de grande qualité. Oui, parce qu'au-delà du spectacle, on le voit ici, ce Contre-Courant en est un très très bel exemple. Il y a l'échange. Il y a l'échange. On parlait de Thierry, du bar de Thierry et tout ça, mais on peut parler aussi de la librairie, qui est la librairie d'Hydro, là juste en face, là, une librairie militante et engagée, qui n'a qu'une devise, c'est travailler moins pour lire plus. Enfin, on a des tas de petits lieux comme ça, on a l'esplanade là justement dans la petite scène, des tas de lieux où avant et après le spectacle on échange. Et on est ensemble et ça fait du lien. Voilà. Complètement. Voilà. Et je reviens encore une fois à la buvette, même si ça peut faire sourire mais certains. C'est un QG en même temps. Hein. Mais c'est vraiment un lieu de rencontre et c'est ce qu'on essaye c'est ce qu'on revendique. Hein, parce que dans une buvette, on peut aussi boire de l'eau. Absolument. Mais quoi qu'il en soit, c'est un espace de rencontre. Quand les gens arrivent, quand les bénéficiaires arrivent, c'est souvent autour de la buvette qui se retrouvent. Et ensuite, entre les spectacles, c'est aussi là que les choses se passent. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce soir qu'il y avait un de nos bénéficiaires de la CM16 d'Avignon, ouvrant droit du reste, qui avait écrit un livre. Et livre qui est donc présent sur la librairie d'Hydro. Et voilà, donc il s'agit d'Alain Courbière. Il faut qu'il me pardonne parce que je n'ai pas tout à fait en mémoire le titre de son disque, mais je crois m'en rappeler. C'est un livre, c'est pour ça. Hein. Il s'agit de Pariétal, que je n'ai pas encore lu, mais voilà, s'il devait y avoir quelque chose à retenir du Festival Compte-Courant, c'est au moins que de nos bénéficiaires, j'ai découvert qu'il avait écrit un livre, et on ne manquera pas de l'interviewer dans le cadre de notre prochain journal Mistral. Qu'est-ce que vous désireriez pour les éditions futures de Contre-Courant ? Si éditions futures il y a. Il faut qu'elle y soit. Il faut qu'elle y soit déjà. Et parce que ça serait un sacré recul pour les électriciens et gaziers, mais je pense pour toutes celles et ceux qui viennent nous rendre visite. Et je pense qu'on a un devoir même par rapport à ça. Et écoutez, donc c'est en corrélation, je souhaiterais qu'on soit plus nombreux. Qu'on soit plus nombreux, alors c'est pas au détriment, mais qu'il y ait plus d'électriciens et gaziers. Alors quand je dis ça, c'est pas pour faire de l'entre-soi, mais qu'on arrive à faire venir plus d'électriciens et gaziers, des locaux, et surtout plus de jeunes qui puissent découvrir la culture comme moi j'ai pu la découvrir aujourd'hui. Donc ça veut dire, c'est quoi ? C'est juste un problème. Ce serait juste un problème, et alors là c'est pareil, le mot est impropre aussi, mais ce serait juste un problème de communication interne, du coup ? Ou c'est beaucoup plus que ça ? Je pense que c'est beaucoup plus que ça, mais je pense aussi que c'est un problème aussi interne à nos entreprises, à la CCAS, mais moi j'en prends une part de responsabilité. Je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus donc à valoriser le projet culturel de la CCAS. Ça c'est un premier point. Mais je pense qu'il faut qu'on travaille davantage à de la médiation culturelle en se déployant dans les services. Je pense que ce qu'on fait aujourd'hui, on en a la volonté, mais je pense qu'on est un peu au milieu du gué. Et quand je dis au milieu du gué, je pense qu'on n'est encore pas à la moitié, quoi. Et je pense que vous avez raison de vouloir croire à des éditions futures,
et de la nécessité de ces éditions futures, parce que on le sait, la culture au-delà du lien, c'est aussi apprendre la différence, c'est apprendre la diversité, et à partir de là, c'est peut-être respecter son prochain. Voilà, ça peut être juste. Si ça peut être juste ça, alors c'est vraiment beau. Complètement. Je crois que la programmation donc, l'a bien démontré depuis le début de la semaine. Je pense qu'effectivement, voilà, on touche quand même à des ressorts qui nous sont chers dans les activités sociales. Que ce soit la solidarité, que ce soit la citoyenneté, que ce soit l'égalité femmes-hommes, etc. Donc je pense que les droits sociaux en général, mais je pense qu'effectivement, la culture est un excellent moyen, c'est peut-être le meilleur pour arriver à passer un certain nombre de messages. Si on le passe, si les gens y prennent du plaisir, tant mieux. Et on essaye de le faire. C'est pas toujours le cas, parce que des fois ça peut être compliqué. Mais il faut essayer aussi d'expliquer aux salariés, mais aux citoyens en général, que de ne pas s'auto-censurer. La culture, c'est tout sauf. Alors, ça peut l'être, mais ce à quoi travaille la CCAS, dans le cadre je pense par exemple à l'éducation populaire, c'est notamment à rendre les spectacles, ou du moins la culture, accessible au plus grand nombre et à tous. Quoi. Et alors pour ça, on ne peut que vous remercier. Nous, en tant que professionnels qui sommes invités aussi à participer à Contre-Courant, pour nous, c'est une expérience vraiment inédite, parce que il y a ce militantisme présent à chaque instant. Mmh. Et il y a cette culture de l'entreprise qui nous renvoie à beaucoup d'humanité. Mmh. Et nous, qui travaillons sur ces histoires-là aussi, eh bien, ça fait du bien de constater et de savoir qu'elles existent, et qu'elles existent bien en dehors du plateau de théâtre. Mmh. Mmh. C'est sympa de nous le dire. Au-delà de ça, je rappelle, alors peut-être que je sors un petit peu du cadre qui met... mais je crois que c'est pas anodin. Ce sont les seules organisations syndicales qui gèrent les activités sociales de l'énergie. Et cet après-midi, j'assistais à une représentation théâtrale à la Bourse du Travail, et la comédienne remerciait donc le directeur de la Bourse du Travail des conditions dans lesquelles elle pouvait exercer donc son activité, parce que c'est absolument pas la même approche que ce qu'on peut rencontrer dans le festival off. Alors, je ne jette pas la pierre au festival off comme au festival in. Il y a du bon, il peut y avoir du moins bon, mais dans la gestion, par exemple, des salles, on est un petit peu à la course avec des spectacles qui commencent dorénavant, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais qui commencent dès 8h le matin très ou 9h, et qui s'enchaînent tout au long de la journée, un rythme effréné. On peut se poser la question s'il n'y a pas une course par rapport à des salles de théâtre pour essayer de rentabiliser, ou surtout de faire de l'argent très très rapidement. Voilà. Donc là, encore une fois, je pense qu'effectivement, il y a ce respect-là dans les activités sociales, il y a la volonté de permettre aux bénéficiaires, mais encore beaucoup plus largement, de rencontrer le monde de la culture, d'essayer de rassembler le monde du travail et le monde de la culture. Je pense que ça, c'est une des valeurs fortes de la CCAS, et ça, pour les bénéficiaires et encore une fois pour l'ensemble des citoyens, chaque fois que c'est possible. Et puis, il y a aussi un profond respect pour, je crois, tous ceux qui travaillent, tous les professionnels du spectacle, pour qu'au moins, quand ils interviennent dans nos structures, ils puissent travailler dans les meilleures conditions et dans le plus grand respect. En tout cas, on constate, nous, tous les jours et à chaque minute, que ces rencontres-là ont lieu. Elles existent, c'est vrai. On y participe, vous y participez, et on les constate pour de vrai. Cet échange a lieu. Et en plus, je crois que, y compris la plus-value, c'est qu'au-delà de ça, il y a aussi les conditions qui sont créées pour que les professionnels puissent rencontrer aussi le public, et qu'il puisse y avoir un échange entre eux. Je fais partie de ceux qui sortent quelquefois de certains spectacles sans avoir tout compris. Et cet échange-là, après le spectacle, me permet quand même d'essayer
de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. Thierry, on s'est raconté plein de choses. On aurait envie de parler avec vous encore un sacré moment parce que moi j'ai envie d'être une petite souris et de voir comment ça fait d'être président de la CMCAS et puis de tout ce qui se dit comme ça, mais bien sûr on ne le dira pas. Mais en tout cas j'imagine que pour vous en tant que citoyen ça doit être très riche ce poste-là aussi à un moment donné. On vous confie des choses quand même. Vous êtes témoin de plein de choses. Alors voilà, au-delà d'être qu'on nous confie, qu'on me confie un certain nombre de choses, effectivement, bon, qui peuvent rester comme ça entre deux personnes ou entre plusieurs personnes, mais c'est une belle expérience de vie parce que voilà, c'est un peu ça permet d'être peut-être un peu plus entre guillemets aux manettes pour faire en sorte que s'exprime la solidarité et le lien social entre les individus. Donc voilà, c'est un mandat que je n'avais pas forcément prévu de tenir. La vie a fait que ça m'y a amené, mais bon, ceci dit, je ne regrette rien, même si c'est beaucoup de travail. Mais bon, voilà, après, il faut se dire que président, c'est... Bon, il faut quelqu'un qui soit à la présidence, mais derrière, il y a toute une équipe, et c'est ce qui fait la richesse de nos actions, quoi. C'est-à-dire que si c'était une seule personne qui décide de tout, c'est pas là l'intérêt de la chose. L'intérêt, c'est que ça soit un collectif qui se mette en mouvement et qu'on décide ensemble de ce qu'on pense être le meilleur pour les bénéficiaires. Eh ben, je crois que ça peut conclure notre entretien, Thierry. À moins que vous ayez peut-être le mot de la fin ou la dédicace spéciale. Vous allez être un spectateur de ce soir, du spectacle de 22h? Alors, hélas, non, je ne serai pas spectateur de ce soir. Je l'ai été jusqu'à maintenant, mais ce soir, quelques obligations m'obligent à me soustraire au spectacle. Alors, on vous le racontera demain. Forcément. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Longue vie, président, et longue vie aux activités sociales, surtout. Longue vie surtout aux activités sociales, parce que le président, il n'en a plus que pour 2 ans et demi dans le cadre de son mandat. Merci Thierry, santé, bonheur et choix dans les cœurs. Ok, merci beaucoup. Bon. FM, FMR, la radio, FM, FMR, qui ne manque pas d'air, soin.